Je vais vous lire le premier chapitre du livre intitulé Le livre international des petits trésors du commun des mortels. C'est un livre collectif où j'ai demandé à des personnes de 24 nationalités différentes de contribuer par leur texte à partir d'une citation. Donc il y a 61 auteurs qui ont participé à ce livre de 24 nationalités différentes. Aujourd'hui, je vais vous lire le premier chapitre et les contributions des personnes qui ont participé au premier chapitre à partir de la citation de Victor Hugo, qui est celle-ci. Et puis, il y a ceux que l'on croise, que l'on connaît à peine, qui vous disent un mot, une phrase, vous accordent une minute, une demi-heure, et changent le cours de votre vie. J'ai demandé aux contributeurs qui voulaient écrire à partir de cette citation quelles ont été ces personnes que vous avez croisées dans votre vie. Hein, ces personnes qui vous disent un mot, une phrase, vous accordent une minute, une demi-heure et changent le cours de votre vie. Le premier récit, la première contribution vient de Leslie d'Irlande. Je n'ai pas toujours vécu ici en Irlande, et quand je pense au passé, il y avait certainement un moment charnière qui a changé le cours de ma vie. Mais dire ma vie me semble étrange. Je dirais plutôt notre vie, parce que c'est comme ça que la décision la plus importante de notre vie a été prise. Ce n'était pas une personne, mais une petite affiche collée au mur du bureau de mon mari qui a démarré ce changement. C'était une affiche qui offrait aux employés du cabinet comptable international où travaillait mon mari à l'époque l'opportunité de travailler aux États-Unis pendant 18 mois. Nous, pour qui l'idée de vivre aux États-Unis n'était jamais venue ou n'était jamais entrée dans l'esprit, avons décidé sur le coup du jour au lendemain d'y aller avec notre premier enfant qui avait moins de 2 ans. On était au début des années 70, mais les cravates fleuries et les cheveux longs de mon mari n'ont pas été appréciés à Denver. Nous étions très jeunes, avec des esprits ouverts, en train de forger une vie à notre goût, sans référence aux attentes des autres. L'expérience du monde du travail dans un cabinet comptable international avait déjà été remise en cause à Londres. L'expérience à Denver a confirmé nos idées, surtout quand un des collègues de mon mari lui a dit qu'il ne faut jamais devenir ami avec un collègue au cas où il serait nécessaire de l'écraser pour réussir soi-même. Vraiment, c'était cette remarque qui était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc, un an plus tard, nous voilà avec maintenant un bébé de 5 mois ainsi que notre fils aîné, sans emploi, mais prêt, avec toutes nos économies, grâce au salaire américain, à passer un peu de temps dans les forêts et parcs nationaux merveilleux des États-Unis. 6 mois dans notre camping-car, VW, chacun essayant d'écrire un roman, en train de décider quoi faire prochainement. La liberté de cette période, avec nos enfants dans les lieux sauvages d'Amérique, était saisissante. Et ça nous a permis de changer radicalement de direction. L'expérience m'a touchée profondément et restera dans mon esprit pour toujours.
Pour le deuxième récit de ce premier chapitre, on part avec Karen aux États-Unis, en Californie. Pendant que je travaillais avec une équipe sur un gros projet, j'ai découvert que mon père était gravement malade. J'étais tellement bouleversée que j'arrivais à peine à reprendre mon souffle. Sans dire un mot, quelqu'un a posé sa main à plat sur mon cœur et a appuyé doucement. Au bout de quelques minutes, tout s'est apaisé et j'ai pu continuer à travailler. C'est une technique que j'utilise encore pour me calmer et apaiser les autres. On continue avec Manuela de France. Je m'appelle Manuela. J'ai eu 41 ans le 26 septembre 2023. J'ai trois magnifiques fils, mes bien-aimés. Je suis originaire de l'île de la Réunion, un département français d'outre-mer. Et comme son nom l'indique, c'est une île qui réunit pratiquement toutes les autres cultures du monde. Européennes, portugais, anglais, français, indiennes, africaines, malgaches, les Chinois, les Arabes. J'ai rencontré beaucoup de personnes dans ma vie de toute origine durant ces 41 ans, qui ont changé le cours de ma vie. Les que voici. Mon arrière-grand-mère paternelle, Fanny, que j'ai dû voir que 5 fois dans mon enfance. Et avant de mourir, elle m'a dit avec une larme, ma fille, ne rejette jamais ta famille. Mon arrière-grand-mère maternelle, côté Pépé, qui nous a toujours soignés avec des plantes, qui nous disait toujours pour venir nous rendre visite et qui m'inspire de devenir naturopathe aujourd'hui. Elle m'a dit, mon enfant, grand-mère va bientôt mourir. Je lui ai dit, grand-mère, avant de mourir, j'aimerais que tu vois mon premier enfant. Elle est partie quand j'étais enceinte de Kezia, mon premier enfant, et sans lui dire quoi que ce soit. C'était une sainte, une mère tendre et aussi très stricte quand il le fallait. Ma marraine, la sœur de ma mère, qui m'a toujours dit, ma fille, avance vers tes objectifs, ne recule pas. Ma reine sera toujours là pour toi, tant que je pourrai. Mon grand-père maternel, Jean-Baptiste, qui m'a dit, ma fille, la vie est difficile, reste dans le respect et la paix. Mon oncle Jean-Marie, qui a un handicap grave, le mari de ma tante, qui m'a lancé dans le milieu associatif culturel quand j'avais 12 ans et qui a toujours su voir mes capacités de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Mon professeur d'anglais, lorsque j'étais au collège du Bernica à l'île de la Réunion, qui m'a dit, la seule manière de t'en sortir est par le biais de tes études. Continue à bien travailler et tu pourras te sortir de ta souffrance familiale. C'est ce que j'ai fait. Après avoir tout donné, j'ai fait un burn-out et je me dirige vers une reconversion professionnelle dans le bien-être pour moi, mes enfants, ma famille, mes amis et toutes les personnes que j'irai chercher pour leur apporter un bien-être, l'espoir. Le prêtre tamoul indien, Kailas, du temple Shiva à Tamatave, île de la Réunion, qui m'a aidé en regardant les étoiles, qui m'ont entouré lors de ma naissance et qui m'a dit, ne t'inquiète pas, les moments durs arriveront tous les 18 ans de ta vie, mais tout ira bien pour toi. Ma juriste, qui m'a aidée pour les violences conjugales et la récupération de la garde de mes deux enfants, de mes deux premiers enfants, de mes deux premiers enfants. Le jour où je suis arrivée devant elle, j'avais la tête baissée et elle m'a demandé
qu'est-ce que tu souhaites actuellement? Je lui ai répondu, je veux que mes enfants reviennent avec moi après 3 ans de séparation. Elle m'a dit, Manuela, on va essayer de le faire. J'ai relevé ma tête et l'espoir est revenu. Au bout de quelques mois, j'ai obtenu à nouveau la garde de mes enfants et j'ai pu entamer les démarches pour la violence conjugale que je vivais avec le père de mon dernier fils. Maria Claudia, son mari Sébastien. Patricia, son mari Nicolas. Mon propriétaire et sa femme en arrivant sur Marseille en 2012. Cathy, son mari et ses enfants. Babette, mon cousin Davy. Lisa, ma belle-maman, la femme de mon papa. Eric, mon conseiller pour retrouver du travail lorsque j'étais sous l'eau et que je n'avais pas confiance en moi. Benoît, mon professeur de batterie. Maguelonne, Karine, les infirmières du CHU La Colombière, cellule burn-out, qui m'ont aidé et m'aident toujours. Dany, une dame que j'ai rencontrée lors de ma cure thermale en février 2023. Un écrivain, ancien policier, à qui j'ai acheté un livre. Ma psychologue, Sonia Desgre. Mon médecin traitant, le docteur Castiel. Ma rhumatologue, le docteur Fage. Christian, veuve de sa femme bien-aimée et qui fait tout pour leurs 2 filles, Morgane et Lola. Mon ostéopathe, microkiné actuel, qui me dit, tu es une belle personne, je t'aime. Ça me fait du bien de recevoir ce je t'aime honnête et sans ambiguïté. Cathy, ma voisine, qui nous a accueillis à bras ouverts depuis notre arrivée sur Montpellier. Autre récit de Bill aux États-Unis, de l'État de Virginie. Pendant mes années à l'université, j'ai reçu un conseil très important pour la trajectoire de ma vie. J'ai eu un prof en chimie moléculaire qui était sur un poste temporaire. Parce que le prof n'avait pas une position permanente à mon université, il lui manquait une connexion avec les étudiants et les autres profs. Il était, si vous voulez, un peu étrange et seul. À ce moment-là, j'avais le désir de devenir médecin. Et un cours très important pour se qualifier était la chimie moléculaire. Malgré mes meilleurs efforts, mes notes n'étaient pas excellentes. Après les conférences, je demandais à ce prof des clarifications et des explications plus détaillées pour que je puisse améliorer mes notes et la possibilité de mes ambitions médicales. À la fin du semestre, j'ai reçu une note de C, qui était considérée comme médiocre. Mais avec ma note académique, le prof a écrit un petit mot pour moi. Maintenant, vous avez reçu la note de C. Poursuivez vos rêves et faites ce que vous désirez. Votre note n'est pas une indication de votre intelligence ou capacité à réussir. Bon courage et bonne continuation. Après les cours en chimie et ces mots, j'ai réfléchi à mes ambitions et aux choses importantes de ma vie. Et j'ai réalisé que mes ambitions médicales étaient basées sur un désir de plaire à mes parents. Avec mes résultats et l'encouragement de mon prof, j'ai été libérée de penser à toutes mes options professionnelles. C'est comme ça que j'ai trouvé ma voie professionnelle. Et beaucoup de succès. On repart en France avec le récit de Zineb. J'ai eu du mal à répondre à cette question. Et puis, je me dis, comme le hasard n'existe pas, toutes les personnes que j'ai rencontrées et que je rencontrerai encore dans ma vie sont venues à un moment dans ma vie pour me dire quelque chose sur elles et surtout sur moi. Toutes les personnes que j'ai décrites dans ma vie comme étant bonnes ou mauvaises
ont été là pour me conforter dans ce que je pense être acceptable pour moi et le valider, ou les autres, avec lesquels c'était plus difficile, m'ont aidé à accueillir cette part sombre de moi que je refuse de voir et d'accueillir, sachant que l'acceptable et l'inacceptable sont des notions subjectives. La rencontre avec moi sera certainement ce qui changera le cours de ma vie, car je suis la seule réalisatrice dans mon film interne. On repart aux États-Unis avec Orly en Californie, avec qui j'ai discuté cette semaine, donc je lui envoie un petit coucou, coucou Orly. Quand j'étais assise pendant une retraite silencieuse de méditation en 2019, je me suis posé beaucoup de questions en me demandant si je faisais les choses correctement. Si on avait une question, on devait l'écrire et le donner à l'enseignante. Un jour, l'enseignante s'est approchée de moi et m'a dit: Calme, calme. À ce moment-là, je me suis rendu compte que je devais faire ma vie comme ça. Calme, calme. On retourne en France avec Sylviane. Oui, j'ai été vulnérable, au bord de la dépression, en 2017, plus particulièrement dans ma vie où il faisait très froid. Mon mari m'avait quitté sans raison particulière et puis le négatif s'est enchaîné au fur et à mesure. Toi, Anne, tu m'as tendu la main, j'ai suivi tes conseils et ta philosophie prodigieuse. J'ai alors entrepris des études de psychanalyste et connu d'autres personnes très chaleureuses. Aujourd'hui, nous formons toujours un groupe de 3 ou 4 amis. Nous nous entendons super bien, sans jugement l'une pour l'autre. Nous nous aimons d'une sincère amitié. On repart aux États-Unis avec Tracy au Minnesota, la région des Grands Lacs. J'ai rencontré 2 personnes comme ça pendant ma randonnée Saint-Jacques-de-Compostelle. Le premier s'appelle Michel. Il est la personne la plus positive, la plus brillante que j'ai jamais rencontrée. Il avait un sourire et un petit bonjour pour tout le monde, une anecdote à partager ou un compliment pour un étranger. Il ose déranger des personnes parce qu'il sait qu'il va améliorer leur journée. Depuis cette rencontre, j'essaie d'adopter cette façon de vivre. La deuxième personne s'appelle Joël. Il était homme d'affaires et il voyageait avec des amis d'université. Nous étions 12 à table et j'étais à côté de Joël qui taquinait ses copains. J'étais un peu coincée, mais tout d'un coup, il a commencé à me parler. Et après 5 minutes, nous avons eu une des plus belles conversations de ma vie. Nous avons parlé de nos raisons, de prendre le chemin, de nos peurs, de nos faiblesses, et surtout de la lumière qui nous guidait. Maintenant, on va en Amérique du Sud, en Argentine, avec Laura. Au lycée, j'avais un prof d'hygiène ou d'anatomie en terminale qui un jour a mentionné un livre, L'hérédité humaine de Jean Rostand. Je ne me souviens pas de quoi il parlait, mais il a fait une pause pour en suggérer la lecture, selon lui très intéressante. Il fit tomber ces mots, l'hérédité humaine. Je l'ai acheté quelques mois plus tard car j'avais adoré le titre.
Je suis tombée amoureuse de la génétique, de la biologie moléculaire, de l'ADN et de l'ARN. J'avais depuis toujours voulu devenir professeur de lettres, de langue, toujours férue de littérature, mais la passion que j'avais en plus pour la chimie m'a poussée à poursuivre des études scientifiques orientées vers la génétique. À mi-chemin, j'ai découvert que ce choix était une erreur, ou qui n'était pas le meilleur pour moi, et j'ai donc rebroussé chemin et suis revenue à ma vocation originelle, qui est sans doute, sans aucun doute, la vraie. Ce chemin inachevé ne m'a jamais donné de regrets, bien au contraire. J'ai travaillé dans les hôpitaux, j'ai vécu la vie d'un laboratoire d'hémothérapie, le rythme et l'ambiance unique d'un hôpital. Ma vie a basculé pendant 3 ans et ce détour m'a vraiment enrichi. Maintenant, le récit de Vrinda. On va en Inde. Brinda a beaucoup voyagé en Australie. Aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Je me souviens du temps que j'ai passé en Australie quand j'étais étudiante et que je travaillais dans un supermarché comme caissière. Je me suis toujours habituée à ma nouvelle vie là-bas, loin de ma famille et de mes amis. C'était difficile. Étudier presque toute la journée et après aller au travail pour 3 ou 4 heures. J'étais souvent fatiguée et souvent un peu triste. Un de ces soirs comme ça, j'étais au travail à ma caisse. Un homme âgé a mis ses trucs sur le comptoir de ma caisse. Je lui ai dit bonsoir et j'ai commencé à scanner les trucs dans son panier. Comme d'habitude, je lui ai demandé des choses, comment s'est passée votre journée, etc., etc. Je me souviens qu'il était vraiment sympa. Quand j'avais presque fini, il m'a dit merci. Et juste avant de partir, il m'a regardé avec des yeux gentils et dit, bon, je te souhaite bonne chance. Je suis sûre que tu vas bien. Tout ce que tu veux, je suis sûre que tu l'auras. Ne t'inquiète pas, même si cela semble impossible maintenant. Tu es loin de tes proches, mais ils sont dans ton cœur. Continue à être toi-même et tout ira mieux. Je ne sais pas comment il savait ce qu'il fallait dire, comment il savait que j'étais loin de ma famille. Mes yeux étaient remplis de larmes, mais je ne pleurais pas. Il y avait quelque chose dans la façon avec laquelle il m'a dit ces choses qui m'a fait sourire. Je ne sais pas si ça a changé le cours de ma vie, mais c'est sûr que ça a changé le cours de ma semaine. On écoute maintenant le récit de Patricia, qui est française. Je fais cette magnifique rencontre dans les années 1990. Ils ont acheté un appartement à Marseille pour se rapprocher de leurs enfants. Je me présente chez eux car ils cherchent une personne pour l'entretien de leur appartement. Je vais avoir la chance de travailler chez eux 2 fois par semaine pendant plus de 10 ans. Au cours de quelques mois, je suis la pépette pour Pierre et Madeleine. Madeleine m'appelle ma chérie. Une confiance s'installe entre nous. Ce couple très vieille France, avec tant de bienveillance, va me réconcilier avec la nature humaine. Ils lisent beaucoup et j'apprends que Madeleine est la petite fille du peintre Pissarro. Évidemment, pas de tableau chez Madeleine. Il se trouve dans des musées en Angleterre ou ailleurs. Je ne saurais dire. Petite fille de plus de 80 ans, mais grâce à elle, j'apprendrai des tas de choses. Puis, hélas, un jour,
Pierre tombe malade. Ses enfants sont en vacances et il sera en soins intensifs. Je mène donc Madeleine le voir à l'hôpital. Il demande à me voir. Patricia, prends soin de Madeleine. Je le ferai avec toute ma tendresse et un jour, c'est elle qui va me quitter. À son enterrement, la famille me demandera de me joindre à eux, au domicile de Madeleine. Là, je serai présentée à son frère Claude Bonin-Pissarro, peintre lui aussi, la même gentillesse, la même bienveillance. Il décède en 2021 à Montpellier. Merci, madame, messieurs, de m'avoir permis de vous accompagner un petit bout de votre vie. Pas un jour sans penser à vous deux. On retourne aux États-Unis, entre les États du Michigan, du New York et de la Californie, avec un certain Francis Ford Coppola. Dorothy Arzner était ma prof à l'université de cinéma de Los Angeles. Je me souviens qu'un soir, je traînais dans les couloirs du département de cinéma. Miss Arzner est sortie de son bureau et elle m'a vue. En passant, elle m'a parlé. Elle m'a donné le reste d'une boîte de biscuits qui m'a servi de dîner. Elle m'a regardé et elle a dit: Vous réussirez, je le sais, je m'y connais. Et elle est partie. Le fait que cette femme extraordinaire m'ait donné un peu d'encouragement en disant que je réussirais m'a poussé à rester à l'UCLA, à finir mes études et à me lancer dans le cinéma plutôt que rentrer à New York, la queue entre les jambes. Elle a été une figure merveilleuse dans ma vie. Je ne peux l'appeler que Miss Arzner. C'est un moyen d'exprimer tout le respect que j'ai pour elle. On part en Espagne maintenant avec Margarita. Mon amie Corinne. Il y a des moments dans la vie où le destin semble tisser des liens indestructibles entre les âmes. Je suis espagnole et mon histoire commence à l'âge de 8 ans, lorsque j'ai été envoyée dans un internat en France, ignorant tout de la langue et plongée dans un monde inconnu. À cette époque, mes sentiments d'abandon, de peur et de solitude auraient pu m'engloutir. Mais c'est là que Corinne, une élève pensionnaire française de 5 ans mon aînée, est apparue comme un ange gardien. Elle m'a offert un amour, un réconfort et une protection qui m'a sauvé la vie. Un jour, à l'âge de 60 ans, nos chemins se sont croisés à nouveau, et dans un torrent d'émotions et de larmes, j'ai enfin pu lui exprimer ma gratitude immense et éternelle. Et on finit ce premier chapitre sur les rencontres qui ont pu changer un peu le cours de notre vie, ou totalement le cours de notre vie, mais plus un peu, euh, avec l'une de mes contributions. J'animais des groupes de prévention de la récidive en prison et dans ce cadre, j'ai rencontré des centaines de personnes détenues. À la fin de chaque session, je faisais un bilan pour chaque participant. Une fois, j'avais dit à un participant que je trouvais qu'il était trop resté sur la réserve et que toutes ses interventions étaient banales et n'avaient pas apporté grand-chose au groupe. Bref, j'avais trouvé que ce qu'il disait, n'importe qui d'autre aurait pu le dire et qui n'avait rien donné de lui. Vexée par ma remarque, cette personne dont le prénom avait un lien avec le prénom César, mais
devoir de confidentialité oblige, m'a écrit une lettre et m'a raconté toute son enfance dans la violence, en me disant surtout, vous n'en parlez à personne. C'est l'un des plus beaux témoignages écrits que j'ai lus de ma vie. Même si j'avais entendu et lu des centaines de témoignages extrêmement forts et émouvants avant le sien, c'est son témoignage qui m'a donné envie d'écrire un livre. C'était comme une évidence. Et c'est ce que j'ai fait quelques mois après. Sans cette lettre de César, je pense que je n'aurais jamais écrit mon livre sur les enfants victimes de violences conjugales. César m'a également permis d'essayer de toujours me rappeler que ce n'est pas parce que quelqu'un ne dit rien d'intéressant qu'il n'est pas intéressant. J'avoue que j'aurais, je pense, toujours besoin d'une piqûre de rappel à ce sujet. Parfois, il faut savoir creuser. Et dans ce cas, parfois, on peut tomber sur une perle, sur un petit trésor. Bien sûr, je crois que j'étais prête à ce moment-là et que c'est grâce à tous les autres témoignages que j'avais eus avant César qu'un état de grâce a pu surgir en moi. Une cerise sur le gâteau, un eureka que je ne cherchais pas, mais qui s'est imposé à moi. Je suis quasiment sûre que César ne se doute pas un seul instant qu'il ait pu changer en moi le désir d'écrire un livre à partir d'éléments de son si beau témoignage. Par période et pendant longtemps, j'ai essayé de retrouver César sur les réseaux sociaux pour le remercier et lui offrir le livre. Mais je n'y suis jamais parvenue. Qui sait, peut-être un jour? César, ne dit-on pas que tous les chemins mènent à Rome? Alors, n'étant pas arrivé à vous retrouver, César, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous remercier de tout mon cœur. J'espère sincèrement que vous avez réussi à vous créer une jolie vie après votre sortie de prison. Voilà pour les contributions du premier chapitre. À bientôt pour les contributions du deuxième chapitre. Si vous avez envie de vous procurer le livre, je mettrai un lien dans le descriptif. Le livre international des petits trésors du commun des mortels, ouvrage collectif de 61 auteurs de 24 nationalités différentes.